Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Elle est souvent la cause de l'apparition de caries et de gingivite. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries au niveau des surfaces dentaires. Comment s'en débarrasser? On en parle. Le volontariat permet aux hommes et aux femmes de participer à leur propre croissance. Sa nature même en fait un vecteur de développement. Est-ce une perte de temps? À suivre la réponse d'un volontaire. C'est un élément de signalisation souvent ignoré des usagers de la route. Le passage clouté, encore appelé passage piéton, est l'endroit où les piétons sont censés traverser la voie en toute sécurité. Merci de votre fidélité inesthétique et désagréable à la vue, notamment lorsque l'on sourit. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries naturellement présentes dans la bouche qui se collent aux dents, ce qui peut entraîner une inflammation de la gencive, voire une gingivite. Comment éliminer la plaque dentaire? La réponse dans ce reportage de Maria Joël Attalé et Ulvaeus Balogun. Ennemi numéro 1 de l'équilibre bucco-dentaire, la plaque dentaire est un dépôt de bactéries transparent qui, au fil des heures, se jaunit et se colle aux dents. Elle provient des aliments et est la résultante d'un mauvais brossage. Une plaque dentaire, c'est un film microbien qui se dépose en surface des dents. Donc, ce film microbien peut s'accumuler progressivement en fonction du temps. Tout ce que nous mangeons et qui passe un minimum d'une minute dans notre bouche commence à se décomposer parce qu'il y a la présence des microbes et ces microbes vont vont émettre des toxines qui vont se déposer sur la surface des dents comme des couches. Le développement de la plaque dentaire est un processus normal, mais lorsqu'elle n'est pas éliminée, elle se transforme en tartre et peut accroître le risque de caries et de maladies gingivales. Ce film microbien va créer d'autres maladies bucco-dentaires comme la carie, la gingivite qui est le saignement de la gencive, la gingivite qui peut se compliquer en parodontopathie qui est une maladie des tissus de soutien de la dent, parce qu'à un moment donné, la présence de ce tartre-là va faire bouger toutes vos dents sans qu'elles ne soient cariées, elles vont tomber. Fort heureusement, il existe des moyens pour prévenir la plaque dentaire et s'en débarrasser. La gencive vers la dent, de la gencive vers la dent. Pour parfaire l'hygiène buccale, il faudra faire un nettoyage professionnel qu'on appelle le détartrage, qu'on fait au moins 2 fois par an. Dans notre contexte, nous conseillons 1 fois par an au moins pour que l'on ait une bonne hygiène buccale. Consulter régulièrement un dentiste reste le moyen le plus efficace pour avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Le volontariat, vecteur de développement durable, est une action essentielle de la transformation sociale. En faisant du volontariat, l'on accompagne l'inclusion sociale et la solidarité, même si pour beaucoup, c'est considéré comme une perte de temps ou du bénévolat. Mais comment doit-on percevoir un volontaire? Quelle est sa mission et comment subvient-il à ses besoins? Marie-Madeleine Ndong-Lebret, volontaire de Solidarité internationale à France Volontaire, nous en parle au micro de Charlène Kendiro. Le volontariat, c'est un type d'engagement qui permet de venir en aide à un groupe de personnes ou bien à des associations, ou bien même soutenir que ce soit de manière professionnelle ou par rapport à une compétence. Les actions sont multiples parce que chaque volontaire a une vision différente de ce qu'est
pour lui le volontariat en fait. Donc pour un volontaire, ça peut être quelque chose d'être auprès des enfants ou bien être auprès de la population locale pour les aider à développer soit un projet ou juste être là pour les écouter. Donc chaque volontaire a sa propre vision du volontariat. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de volontariat. Vous avez les services civiques qui sont en volontariat pour les 16-25 ans. Donc là, il y a une limite d'âge entre 16 et 25 ans qui vont faire des missions entre 6 mois et 1 an. Donc là, pour faire ce volontariat, il faut montrer sa motivation à vouloir s'engager, à aller faire une mission, à aller apporter en fait son aide, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Vous avez les volontaires de solidarité internationale qu'on appelle VSI. C'est des volontaires qui sont âgés à partir de 18 ans. Là, il n'y a pas de limite d'âge, donc une personne qui a, on va dire, 40 ans peut venir faire un VSI. Vous avez le volontariat pour les seniors, donc c'est des personnes retraitées qui ont déjà une compétence et qui vont venir aider une association à travailler sur cette compétence-là. Mais ce retraité va venir juste pour peut-être 2-3 semaines. Donc ça va être vraiment une mission qui va pousser l'association à peut-être se spécialiser sur une compétence dont ils ont besoin et donc ce retraité-là va venir. Vous avez aussi les chantiers solidaires, donc c'est des groupes de jeunes qui ont une association qui vont venir par exemple au Bénin et aider une commune à construire une école. Donc ils vont rester pendant 2-3 semaines et ils vont aider cette commune-là à créer une école, enfin des modules de classe on va dire, ou bien à construire un puits. Donc on appelle ça les chantiers solidaires internationaux. Il faut comprendre que le volontaire n'est pas un salarié, donc il n'a pas de salaire. En fait, c'est une indemnité qu'on lui donne pour pouvoir subvenir en fait, à ses besoins. Ça dépend des conventions qui sont signées entre la structure qui envoie et la structure qui accueille. Donc ils peuvent décider en se disant que oui, le volontaire va être payé tant ou ils vont être payés de notre manière. Par exemple, pour le volontariat français, en service civique, tous les services civiques ont une indemnisation. Donc en fait, donc ce n'est pas considéré comme un salarié, il n'a pas le même contrat qu'un vrai salarié. Des règles strictes sont établies par le Code de la route afin d'assurer la bonne entente entre les automobilistes et les piétons pour traverser la chaussée. En toute sûreté, les passants doivent se rendre sur les passages cloutés, encore appelés passages piétons. Mais qu'en est-il du respect de ce passage dédié? La réponse dans ce reportage. On les retrouve très souvent sur la chaussée. Ces bandes verticales blanches, alignées les unes derrière les autres. Elles désignent le passage pour les piétons. C'est le lieu de la traversée de la route par les piétons. C'est un endroit qui est tracé de bandes discontinues qui traversent la route, qui est généralement aux intersections, mais ça peut se retrouver un peu partout, là où le législateur a jugé bon de les placer pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Placés en agglomération près des carrefours, dans les feux tricolores ou encore tous les 30 mètres sur les grands axes routiers, ces passages piétons censés assurer la sécurité du piéton lors de la traversée de la voie ne sont pas toujours respectés. On souffre vraiment pour traverser la route. Et ça se remarque, il y a les cas d'accident. Des fois même, on remarque que même les tassimans, les éminements, ils viennent sur les passages, ils viennent occuper le passage piéton. Et quand tu parles, des fois tu es même injurié. Dans notre pays, le passage piéton n'est pas du tout respecté. Parce que des fois on se sent bafoué et on n'arrive pas à traverser comme il le faut. Surtout quand on est dans une voie où il y a une forte circulation ou aux heures de pointe, c'est compliqué pour les piétons de circuler. Au-delà de l'incivisme, l'ignorance du code de la route par les piétons est aussi pointée du doigt. Vous voyez, le législateur a tellement pensé à la sécurité du piéton qu'il a mis plusieurs panneaux pour indiquer ce passage-là. Il y a d'abord la signalisation verticale qui signale d'avance. C'est le panneau triangulaire, bordure rouge, qui annonce déjà que bientôt, vous allez voir le passage pour piétons. En dehors de ça, il y a encore, à l'endroit là où est tracée la bande dont je parle, la bande passage clouté sur la route, il y a encore un autre panneau carré et bleu
où on dessine encore le piéton pour dire voici l'endroit où le piéton doit traverser la route. En dehors de la peinture, la bande discontinue tracée sur la route, en dehors de ça, donc il y a ce panneau-là. Donc il y a 3 éléments qui viennent protéger le piéton. Mais si malheureusement les gens font semblant de ne pas connaître la chose et se positionnent n'importe où pour vouloir traverser la route, ça veut dire que le piéton lui-même se met en infraction pour provoquer son insécurité. S'approprier le code de la route s'avère donc tout aussi indispensable pour les automobilistes que pour les piétons. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Ulvaeus Balogun. Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022, s'est tenue à Cotonou la semaine de l'ananas. Cet événement a été mis sous le thème « Compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et propositions ». Cette semaine vise à promouvoir l'image de l'ananas du Bénin et ses dérivés au niveau local, sous-régional et international. Durant 3 jours donc, les participants ont fait découvrir d'une part au grand public les diverses variétés d'ananas frais et ses produits dérivés, échanger entre acteurs, producteurs et partenaires sur les enjeux de la filière, les bonnes pratiques managériales et organisationnelles. Le Bénin et le Togo se donnent la main pour stimuler le commerce agricole régional. C'est à travers le programme régional d'intégration des marchés agricoles, PRIMA. Lancé le vendredi 9 décembre dernier, le PRIMA vise à stimuler le commerce agricole régional pour créer des emplois pour les femmes et les jeunes, augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ruraux pauvres. Autrement dit, le programme vise à soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers. Cela en favorisant l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et en intégrant pleinement les petits exploitants dans les marchés nationaux et sous-régionaux. L'édition 2022 des Journées scientifiques de l'économie béninoise aura lieu les 15 et 16 décembre prochains. Mis sous le thème « Piliers pour une économie béninoise dynamique et résiliente », ces journées organisées par la Direction générale de l'économie et l'École doctorale des sciences économiques et de gestion vont s'appesantir entre autres sur la transformation structurelle, l'intégration régionale, les performances macroéconomiques et agricoles. Les participants vont donc aborder des thèmes relatifs au changement climatique, l'effet des investissements directs étrangers sur les émissions du méthane dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les atouts et contraintes de la promotion de l'entrepreneuriat agricole, le rôle des institutions dans l'efficacité énergétique, la microfinance, l'accord ZCAF et les facteurs déterminants de la volatilité des prix agricoles dans l'espace UEMOA. Hors du Bénin, des ONG alertent sur les violences qui sont faites sur les migrants lorsqu'ils se présentent aux frontières de l'Union européenne. Les ONG réunies depuis 2016 dans le projet Border Violence Monitoring Network ont publié la seconde édition de leur livre noir des refoulements. Reportage de nos confrères de France 24. C'est un phénomène en hausse sur les routes migratoires européennes. Au mépris du droit international, de plus en plus de pays refusent d'accueillir sur leur sol les personnes recherchant une protection, à l'image de ces migrants, violemment chassés des côtes grecques. On a débarqué sur l'île, mais ils nous ont vus et ils nous ont tiré dessus, dans la tête. Ils ont pris mon téléphone et l'ont jeté dans l'eau. D'autres ont passé plusieurs mois sur la route des Balkans, dans l'attente de leur demande d'asile, finalement rejetée. Je suis ici depuis 2 mois. J'ai dû retourner en Croatie encore une fois et la police croate nous a arrêtés pour nous expulser. Des témoignages comme celui-ci, ce second livre noir des refoulements en contient des dizaines. Des migrants régulièrement battus et humiliés. Dans ce rapport de près de 3200 pages, 95% des interrogés parlent d'un usage disproportionné de la force.
Nous avons été témoins d'une augmentation inquiétante des méthodes sophistiquées de torture aux frontières terrestres croates et grecques. La violence armée, le viol, le fait de jeter des individus dans les rivières, les mains parfois encore entravées, et la systématisation du déshabillage forcé, ce qui a abouti au décès d'un groupe de 19 personnes mortes de froid près de la rivière Evros. Réduire les violences, mais aussi le nombre d'arrivées irrégulières en Europe, en hausse de 77% sur un an. C'est le double objectif affiché des 27, réunis ce jeudi à Bruxelles. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.